C'est moi qui imprime les billets. Comme la Banque du Canada. Tu imprimes les questions? Ils vont peut-être fermer ton bureau à Montréal, ils vont faire comme la Banque du Canada. Alors, la première demi-heure, c'est les questions. La deuxième demi-heure, c'est les réponses. C'est ça. Essayez de retenir les questions. Première question. C'est moi qui l'ai. Première réponse. Tantôt, je t'avais demandé un conseil ou un truc ou une technique quelconque pour essayer qu'on arrête d'être attaché aux mémoires astrales des intraterrestres qui ne sont pas des nôtres. Tu m'en as pas donné. OK, c'est un conseil personnel. Bon, je vais me répondre. Réponds fort, je suis sûr que ça va aider d'autres que moi. Le conseil personnel, Est-ce qu'on peut... Parce que je sais qu'on est manipulé, tu l'as déjà dit à quelques reprises. Non, c'est pas vrai. On n'est pas manipulé parce que je l'ai dit. Non. Il me mettait sur le dos. On est manipulé parce qu'on est manipulé, puis je le dis parce qu'on est manipulé. En tout cas, je trouve que tu le dis souvent. C'est À chaque fois que je l'oublie, tu me le redis. Et c'est exactement ce que je veux dire, c'est que les gens comprennent pas. Les gens sont manipulés à oublier. Faut pas que l'humain sache qu'il est manipulé. En réalité, faut pas parce que l'humain, c'est une structure encore reliée aux extraterrestres. Les extraterrestres, il y a des choses qu'ils doivent savoir, puis des choses qu'ils ne doivent pas savoir. Quand l'humain s'émancipe au niveau de la conscience, l'humain a accès à un savoir neuf, fait que l'humain commence à savoir des nouvelles choses. Puis comme l'humain est assujetti aux mêmes lois qui régissent l'instruction des extraterrestres, ben nécessairement, l'humain se fait dire qu'il faut pas qu'il sache, faut pas qu'il comprenne, là, faut pas, etc. La question, c'est comment faire pour se dissocier de la mécanique d'instruction d'intraterrestres qui, pour nous, est servie sur un plateau de punition. C'est ça. Culpabilité, anti-libarbitre, etc. Ça, c'est la question. Maintenant, c'est la réponse qui m'intéresse. Oh, la réponse, c'est facile, ça risque de niaiser. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans mon cas, ça serait long, là, mais tu veux dire? Prends ton corps puis bouge. Faut que tu deviennes le maître contrôleur chez toi. Faut que tu... La façon la plus parfaite pour qu'un être humain se dissocie de ces mécaniques-là, c'est d'être créateur, c'est d'être spontané, puis c'est d'amener des choses neuves. Voilà. Ça veut dire qu'une personne devrait faire un peu comme les Mayas, mais pas aux 21 ans, là, puis pas se faire une pyramide dans son salon. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'être humain va s'autoriser à amener du neuf, plus il va se dissocier. Parce que dans la tradition, il ne faut pas que tu amènes du neuf. Seuls les prophètes amènent du neuf. Les prophètes n'en amènent pas. C'est ça. Alors, il faut que l'humain amène du neuf, il faut que l'humain soit créatif. Quand je parle créatif, l'artiste n'est pas créatif. L'artiste exprime des mécaniques astrales. Les artistes se font charrier par ça. La personne va être créative si elle innove. Bon, si elle innove dans sa façon d'être artiste, d'accord, si elle innove. La personne va être créative, par exemple, si de temps en temps, elle décide de changer son linge, sa garde-robe. Donc, évidemment, il y a des personnes qui vont dire, bon, ben, j'ai 3000 piastres de linge, je mets ça poubelle, je recommence. Non, c'est pas ça. C'est que tu regardes de temps en temps, ça fait quelques années que j'ai cette affaire-là, là, ça fait peut-être temps que tu le donnes ou que tu t'en débarrasses. Les personnes doivent faire cela. La personne va dire, ouais, mais ça coûte cher le linge. Oui, je sais bien, mais un jour, il va y avoir des trous dedans. Faut que tu l'achètes pareil. Fait qu'achète-les maintenant. Les personnes doivent s'autoriser à asseoir leur énergie sur une base matérielle qui est changeante régulièrement. On ne parle pas de changer aux 3 mois ou aux 3 semaines, mais ce que la personne doit comprendre, c'est qu'on ne peut pas rester avec nos vieilles cochonneries. Tu sais, les bibelots qu'on a qui datent de, etc., puis les photos de quand tu étais jeune ou de tes enfants quand ils sont venus au monde, etc. Il y a un paquet de choses que l'humain doit abandonner. L'humain reste confiné dans son attitude psychologique à être un être traditionnel. Il y a des vieux livres que vous ne lisez plus puis que vous ne relirez jamais. Ah, mais on ne sait jamais, peut-être que c'est Roland emprunté à la bibliothèque, débarrasse-toi-en. Donne-le, ou donne la bibliothèque, c'est Roland emprunté dans 5 ans. Vous promenez en campagne, c'est vous vous promenez dans la ruelle des campagnes. Il n'y a pas de ruelle en campagne, hein. Mais tu sais, quand tu te promènes sur la route centrale, là, tu vois le devant des maisons. Si tu te promènes en arrière à cheval, tu vois toutes les cours à frappe des maisons. Si tu te promènes sur la traque de chemin de fer, tu vois tout en arrière. C'est ça. C'est la ruelle. Alors là, on voit la vieille automobile 1912 qu'ils ont eu, qui est à l'envers, tu sais, puis il y a toutes les gammes, puis le vieux tracteur qui est là-bas. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on aura besoin du câble distributeur du Ford 1912 pour réparer la Lada 1991. On ne sait pas. Ça devrait faire, par exemple. Oui, ça devrait aller, c'est la même technologie. Mais ce que je veux dire, il y en a qui avaient de la vision en 1912, ben, ils ont gardé leur tracteur. Sauf qu'ils ne sont pas achetés de Lada. Et voilà. Alors, l'humain est trop traditionnaliste. On doit apprendre à changer ses habitudes.
On doit apprendre à changer, on doit toujours monter. L'humain, ce qui est la problématique de l'humain, c'est que l'humain évolue toujours pour fuir la souffrance et la peur. On doit évoluer, c'est-à-dire créer, parce que l'humain évolue. L'évolution, ça fait partie des processus d'involution. Ça regarde les extraterrestres. L'humain, lui, à un moment donné, quand il a évolué suffisamment, puis qu'il en aura le bol d'évoluer, il commence à se conscientiser. Alors, quand l'humain commence à se conscientiser, là, il est réellement dans une phase ascensionnelle. Là, il monte. Alors, l'humain qui se conscientise doit se conscientiser sans arrêt régulièrement. Ça veut dire que l'humain doit entretenir son corps physique d'une façon qui va lui permettre d'exprimer une conscientisation. L'humain doit arranger son mobilier. L'humain doit changer des choses dans sa vie sans arrêt. Si l'humain exprime la créativité, si l'humain exprime la spontanéité. Aujourd'hui, j'avais une conférence dans une école. Puis, je vais juste expliquer aux individus tout ce que vous avez à faire de temps en temps, là, c'est de vous laisser aller. D'être spontané. Rajeunissez un peu dans votre conscience. À un moment donné, il y a un jeune qui fait une farce comique, là, chicanez-le pas. Faites pas adulte. Riez. Un comique. Et riez à la place. Puis quand l'élève arrive en retard, là, ben, au lieu de le punir, là, tu te dis, crème, il est là. Au moins, c'est déjà ça, il est là, je suis content, il est là. Il aurait pu. Mais je leur explique qu'il y a tellement d'élèves, à un moment donné, qui ont tellement peur d'être punis pour leur retard, qu'ils préfèrent manquer la journée ou manquer l'avant-midi ou l'après-midi. Parce qu'on punit moins. Alors, il y a des mécaniques comme ça. Ben, là, après ça, les personnes me disent, ouais, mais c'est tout un mot du changement, travailler des enfants tête là. Mais non, c'est pas un changement, justement, c'est pas une grosse affaire. Soyez vous autres. Il y a une personne qui me dit, tu sais, c'est sûr que de temps en temps, on sait que telle affaire, il y a un règlement, c'est stupide. Mais on n'est quand même pas pour. Là, je l'arrête. Oui, justement, tu trouves ça stupide, puis tu l'appliques. Ça, on parlera pas de toi. Et tu es intelligent. Mais manipulé. Alors, elle trouve ça stupide, elle l'applique pareil. Pourquoi? Parce que ça fait partie des mécaniques, de la tradition, des structures. Il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Soyez vous autres. Vous le savez ce que vous devez faire. Vous le savez comment rire. Hein? On a des chicanes de couple sur les mêmes affaires, les mêmes belles, pas bien. C'est ça que vous voulez? Non, faites-le plus. C'est simple, hein? C'est ça. Ah, mais là, je me fais charrier, là. C'est ça que tu veux? Non. Mais on me charrie pareil, c'est vrai. Mais est-ce que tu veux exprimer le charriage? Veux-tu faire comme si tu n'avais pas la conscience que tu étais charrié? Non, mais cesse d'engueuler l'autre. Comme souvent, je dis, même affaire pour les enseignants et les enseignantes. Quand vous savez que le jeune a raison, puis qu'en réalité, le cadre ne le permet pas, mais au moins, engueulez-le pas, puis punissez-le pas. Au minimum. Au minimum. Mais c'est un peu la même chose. On le sait qu'on est charrié, on le sait qu'on est manipulé. Puis quand il y en a ici qui ne le savent pas, bon. Ça va venir, faites-vous en. À cause de la conscientisation. Hein, à cause que vous êtes intelligent. Et lui, il a pris du temps. Ah, c'est dans un McDonald's, hein? Il a pris du temps, ça a duré longtemps. Ouais, c'est ça, oui. Dans un McDonald's, il était avec Popeye. Popeye, lui, il prenait un Big Mac. Popeye, il prenait le corps d'olive, hein? Ça, c'était évident, hein? Puis là, ensemble, ils ont mangé. Puis là, subitement, il était conscient. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain est manipulé en ce sens que quand on... est-ce que vous avez la vie que vous avez désirée, que vous avez souhaitée, que vous avez voulu? Oui. J'avais pas beaucoup de souhaits. Pas une grande vision. Oui. Sinon, la réponse, c'est non. Avez-vous le bouton placé à la bonne place dans le visage? Votre barbe, messieurs, pousse-t-elle assez vite, pas assez vite, trop vite? Avez-vous les cheveux que vous désirez? Le gazon, moi, je trouve qu'il pousse vite. C'est mieux qu'il pousse de côté, il pousse tout le temps en hauteur. Mais là, il travaille sur des hybrides qui vont pousser lentement. Bon, t'en achètes-toi. Ça va coûter cher. On n'a pas la vie qu'on veut. Puis on ne demande pas notre avis, évidemment, là-dedans. On est manipulé, on s'en va. L'humain doit comprendre qu'il est manipulé. Maintenant, l'humain, ce qui va arriver, c'est que quand l'humain va commencer à se conscientiser, il va se désassujettir des mécaniques de manipulation interne. C'est évident que vous ne pourrez pas vous asseoir à la même place qu'un autre dans le même temps. Hein? Chaque corps impose son espace-temps aux corps qui sont extérieurs à lui. Ça veut dire que nécessairement, je ne peux pas m'asseoir à la même place que toi dans le même temps. Je vais m'asseoir sur toi, entre toi, à côté, mais je ne serai pas à la même place que toi. Donc, on restera limité matériellement pendant un laps de temps, en ce sens que je peux m'asseoir à la même place que Charles dans deux temps différents, ou dans le même temps dans deux espaces différents. Alors, on est assis en même temps à deux places différentes, ou je serai assis à la même place que Charles dans deux temps différents. Il ne sera pas là. Ça, c'est une limitation. L'humain qui se dit, je vais avoir un ébarbitre dans le sens que je veux décider qu'il pleuve, il se met à pleuvoir. Mais le temps là-bas, lui, là, il décide qu'il fait soleil. Fait que le temps, il fait quoi là-dedans? Puis il pleut, il fait pas sa tête, puis il y a le soleil pour l'autre là-bas, puis il neige là-bas, il fait du ski, lui, puis ça marche pas comme ça. Bon, ça, l'humain, il doit comprendre cette mécanique-là. Puis on va devenir suffisamment intelligent, puis suffisamment énergiopathe, tout le monde ensemble, qu'à un moment donné, on va laisser aux saisons le soin de se gérer. On aura ce qu'il faut pour pas souffrir. Ça ne nous regarde pas. Puis à un moment donné, on va atterrir sur le plan planétaire une mécanique, une structure, une planète qui va être
écologique avec l'humain qui se conscientise, donc avec l'humain ascensionnel. Présentement, la structure est prédatoriale, c'est-à-dire que l'humain doit tuer, manger, puis se nourrir, puis excréter, puis il meurt, puis les animaux font la même chose. Les extraterrestres ne vivent pas tout à fait la même mécanique. Mais l'humain vit dans une structure prédatoriale. Pourquoi? Parce que l'humain est encore reconnu à l'échelle planétaire comme un animal. Alors, ils ont les libidos, ils ont le soif de faim, soit la chasse, etc. Quand l'humain se conscientise, tout ça va s'en aller. L'humain, pour se dissocier, doit simplement être un être créateur, c'est-à-dire qu'il doit commencer à s'autoriser à être ce qu'il est. Puis on sait tout ce qu'on est. La façon de se retrouver, encore une fois, c'est que voulez-vous souffrir? Non, ben voilà, souffrez plus. Ah oui, mais c'est une maladie que j'ai, etc. Souffrez pas plus psychologiquement. Ça va vous donner de l'énergie pour guérir. Puis trouver des raisons intelligentes. Oui, mais c'est l'autre qui m'engueule tout le temps, puis c'est l'autre qui... On laisse ces contextes-là s'instaurer. Inconsciemment, on accepte de se faire engueuler parce qu'on a de quoi purger. Mais ces intraterrestres, il faut qu'ils ne comprennent pas nous autres. Alors l'humain doit simplement exprimer ce qu'il veut, c'est refuser la stupidité. Vous allez encore être roulé dedans, c'est vrai. Et pensez pas que c'est la faute de l'humain, puis que c'est la faute de Ève puis d'Adam. C'est du bon monde, ça. On les haït. Déjà assez qu'ils ont mangé une pomme, il y avait un verre dedans, le serpent est à côté. Mais il faut qu'on cesse, puis surtout il faut qu'on cesse de mourir dans notre conscience. À un moment donné, on est en colère, on est en engueulade, on s'ennuie un soir, en rêvant à l'immortalité. Puis on s'ennuie à mourir. Et puis, non, sois conscient. Tiens, c'est drôle, je m'ennuie. Est-ce que je veux m'ennuyer? Non, je ne vais pas m'ennuyer. Comment ça se fait, je m'ennuie? C'est parce que je suis manipulé. Je suis habité par un virus qui est l'ego, puis je suis connecté à des choses qui ne sont pas moi. Je ne veux pas m'ennuyer. On m'a bâti pour que je ne veuille pas m'ennuyer. Puis je m'ennuie. Je vis un effondrement dans ma psychologie. Pourquoi? Parce que je dois m'ennuyer de façon à ce que ça me limite dans mon ascension. Mais pas moi, l'intraterrestre. Alors, si on est capable d'avoir des idées claires, d'avoir des visions particulières de ce que c'est que l'être humain dans son réel potentiel, je m'engueule, je veux pas m'engueuler. Bon, j'ai peur, je veux pas avoir peur. Oui, mais j'ai peur quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'on est, nous autres? On est ce qui voit clair. Je veux pas être dans la misère, je veux pas avoir des problèmes, je veux pas endetter les autres, je veux pas être endetté, je veux pas faire un accident puis tuer quelqu'un, je veux pas vivre ces conneries-là. C'est pas vous autres, ça, c'est pas l'humain. Mais on est assujetti à des mécaniques qui vont nous empêcher d'avancer parce qu'on y croit. C'est des mécaniques qui vont aux extraterrestres. Puis nous, on les colore en fonction de notre visualisation, puis de notre besoin d'ascension. On est des êtres ascensionnels. Et sensationnels en même temps, évidemment. On est des êtres qui montent. Je le dis, on est des terrestres extra. Puis ça, c'est des extraterrestres, eux autres, qui sont restés ici, puis qui sont extraterrestres présentement. L'humain est un terrestre extra. Puis quand il va rencontrer des mécaniques extraterrestres, il doit être un terrestre extra. Ils sont extraterrestres. Ai-je mal compris ou je lis une question, c'est pas moi qui ai mal compris. Comment il n'a même pas eu, puis il comprend pas. Ok, on va passer à l'autre. Ai-je mal compris ou la création de l'âme... Ça, j'ai vraiment mal compris. Ai-je mal compris que la création de l'âme chez l'homme, mélange avec la race adamique, s'est produit il n'y a que 30 ou 40 000 ans? Non, c'est produit bien avant ça. Quand je parlais de 30 ou 40 000 ans, c'est quand l'humain a commencé à avoir la conscience du fait qu'il était connecté à quelque chose. Cette race créée était-ce la première race mère? C'était pas la première race mère, c'était la troisième race mère. Et lorsqu'il y a eu un mélange génétique, c'est passé en Lémurie. Il y a eu la race blanche transparente, il y a eu la race hyperboréenne, qui est au Québec, la race qu'on appelle jaune, parce que le soleil commençait à traverser un peu la matière qui était transparente. On a eu la race noire par là, du point de vue des ésotéristes, qui est la race lémurienne, c'est là que ça s'est passé. Puis on parle de noir, la peau n'était pas noire, mais c'est parce que c'était plus opaque aux rayons lumineux, le peu de rayons lumineux qu'il y avait à l'époque. On a eu la race rouge en Atlantide parce que le sang a commencé à apparaître. Comme la peau était encore transparente, on a commencé à voir l'hémoglobine circuler. Et puis après ça, on a eu la race blanche et la race indo-européenne parce que là, la couverture cutanée était totalement opaque. Et il y avait les races noires, rouges, jaunes, puis évidemment les bleus, là, ceux qui respirent mal. Et ces races-là, mais quand on parle de race, on parle de race neuronique, pas de race cutanée. On s'adapte de plusieurs millions d'années en ce qui concerne le mélange génétique. Puis quand je parle de 30-40 000 ans, ça c'est quand l'humain a eu commencé. Quand l'humain a conscientisé qu'il savait des choses. J'ai déjà expliqué que l'animal sait comment faire un nid, mais il ne sait pas qui sait comment faire un nid. Puis l'humain, il sait qui sait. Mais ça fait 30-40 000 ans que c'est commencé. La prochaine race, là, c'est annoncé chez Valentine, c'est la race Poutine. Le néotypage de l'astral par l'homme nouveau aura-t-il des impacts sur l'intraterrestre? Absolument, absolument, absolument. Ça fait partie d'ailleurs des processus de l'intelligence, de l'union entre l'humain et l'intraterrestre, c'est inconscient.
Mais il y a une alliance qui est déjà établie, puis les intraterrestres vont voir leur salut au travers de l'humain. On va leur servir. Sans vouloir les servir, mais on va servir des mécaniques. C'est-à-dire que, de par la nature même de l'homme, de la femme ou de l'enfant, je ne parle pas de la nature astrale, je parle de la nature pure de l'humain, nécessairement il est altruiste. Il ne voit pas l'intelligence quand il peut donner de l'eau quand il n'a pas soif, de ne pas en donner. Fait que rendu, quand l'humain va être suffisamment pur, c'est évident que les intraterrestres vont faire partie de ce que l'humain va aider. Comme les insectes, les bébites, puis ces affaires-là. Ça va tout faire partie de ce que l'humain va aider. Ceci, le cas échéant, aura-t-il des impacts sur l'homme collectif ancien? Ben, il y a plusieurs mécaniques qui seraient à expliquer pour qu'on comprenne, ce serait trop long. Mais il va y avoir effectivement des impacts sur l'homme, surtout que l'intraterrestre n'est pas encore au courant. L'intraterrestre qui a peur, lui, c'est qu'il a peur que l'intelligence supramentale finisse par muter les corps génétiques des humains de surface. Ce faisant, l'intraterrestre n'a pas la capacité génétique énergétique pour être capable de se mélanger avec un humain conscient. Ce qui fait que l'intraterrestre travaille très fort dans l'astral, à miner et à créer des illusions parce qu'il sait que l'humain est relié à ça au niveau de son évolution spirituelle. Alors l'intraterrestre n'a pas intérêt à ce que l'intelligence supramentale descende sur le plan planétaire. Mais du moment qu'un humain est conscient, l'intraterrestre l'abandonne, il veut pas, il n'y a rien à faire, il ne veut pas être tué non plus, c'est dangereux. Alors, ce qui va arriver, c'est évident que quand l'humain va vivre une conscientisation, on parlera, disons, d'une race d'êtres nouveaux, ben, c'est évident que ceux-là vont commencer à pilonner le monde de la mort, c'est-à-dire qu'eux, maintenant, vont commencer à néotyper le monde de la mort, donc le monde astral, là où les humains sont connectés par leur ego, puisque les extraterrestres pillonnent sans arrêt de façon à conserver l'humain assujetti à des maîtres, etc., qui sont des expressions extraterrestres. Et puis, progressivement, ce qui va arriver, c'est que les êtres nouveaux vont néotyper, c'est-à-dire qu'ils vont mettre de nouvelles formes là-dedans, ils vont pilonner. Alors, en pilonnant, ils vont bombarder donc le plan astral, puis ça va aussi colorer l'instruction formative qui est adressée aux intraterrestres. Ce qui fait que progressivement, c'est l'être nouveau qui va commencer à s'immiscer et qui va prendre progressivement la place des divinités dans la conscience spirituelle des humains. Les humains vont finir par trouver des dieux humains et biologiques sur le plan planétaire, qui seront les êtres nouveaux, et progressivement l'extraterrestre va finir aussi par se rendre compte que présentement, lui doit abandonner le salut. En tout cas, il y a toute une mécanique qui est longue à expliquer qui va faire en sorte qu'il va y avoir une synchronisation relative entre l'intervention des gardiens des intraterrestres pour venir les chercher et les extraterrestres finalement, les extratemporels plutôt, ceux qui viennent de l'avenir, qui vont venir chercher les êtres conscients sur le plan planétaire. Après ça, la planète Terre, elle va continuer à vivre une apocalypse particulière de façon à brûler le monde de la mort. Puis la race qui va survivre sur le plan planétaire par la suite va être totalement désassujettie des manipulations astrales parce qu'il n'y aura plus de monde de la mort. Que d'ailleurs Jean prophétise, à un moment donné, les personnes voudront mourir et pourront plus mourir, il n'y aura plus de monde de la mort. Alors l'apocalypse qui va venir, elle devra être nucléaire si elle arrive. Pourquoi? Parce que la radiation a la capacité de brûler les mémoires. Au niveau génétique, évidemment, ça crée des mutations absolument effarantes. Au niveau psychologique, au niveau astral aussi. Quand on regarde les 2 bombes nucléaires qui sont tombées au Japon, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait que les Japonais, c'était des bombes américaines, les Japonais ont depuis ce temps-là une seule idée, être américains. Ils travaillent pour être américains, ils veulent vivre américains. C'est sûr que les bombes, c'est pas fort, c'est des bombes... C'était pas des bombes thermonucléaires, c'est des bombes à fission, c'était pas puissant. Mais ça n'a pas brûlé tous les grégores japonais, mais suffisamment pour que le japonais travaille en samouraï pour être américain. Alors, il y aura, donc, ça va brûler le monde astral, et puis l'humain, par la suite, va être totalement démuni de Dieu. Il va rester que lui. Puis là, ça va se faire assez rapidement le reste d'ascension, parce que les élites, c'est-à-dire la race, les prémices de la race, de la première sous-race, de la 6e race mère, la race bleue, vont venir aider ces personnages. Donc les êtres conscientisés qui vont sacrer leur camp à un moment donné, ils vont venir. Les archétypes astraux sont le résultat de l'emprisonnement des intraterrestres. Et de l'expérience évolutionnaire de l'humain sur le plan planétaire, les deux. Qu'en est-il des traces laissées par l'effusion de l'homme? C'est ça. Ces traces-là sont là aussi. Ce sont des traces qui font partie de ce que l'humain reçoit de temps en temps quand l'humain a l'impression d'être autre chose que tout ce que les religions, ce que toutes les religions lui ont enseigné. Dans mon sommeil, il arrive que je sente une énergie qui paralyse mon corps et en même temps fait accélérer mon rythme cardiaque au point où je peux en mourir. Quelle est la source de cette énergie? De quelle façon agit-elle sur le corps physique? Et quelles répercussions cela peut-il avoir? Bon. La source de l'énergie, c'est une énergie astrale. Vous voyagez dans l'astral, vous allez dans des régions où il y a beaucoup d'énergie puis pas trop d'informations.
Étant donné que vous faites une extra-conscientisation astrale qui n'est pas suffisamment prononcée, c'est-à-dire que votre conscience, elle est suffisamment dans le corps physique, suffisamment à l'extérieur du corps physique dans le monde astral, tout ce qui se vit dans le corps astral est communiqué immédiatement par le canal réincarnationnel que les occultistes appellent la corde d'argent, et c'est amené à votre conscience qui reste dans le corps physique. Elle s'exprime dans le système neuronique, donc le cerveau vit des choses, puis nécessairement s'exprime au niveau du corps physique, c'est fait qu'il se passe un paquet de mécaniques qui sont endocriniennes. Si on parle ici, par exemple, de tachycardie, bon, le rythme cardiaque qui accélère, paralyse le corps physique, on peut constater qu'il y a une nourriture astrale particulière qui va faire en sorte que l'individu vit probablement une part quelque part dans l'astral, puis on se nourrit des émissions endocriniennes puis des émissions énergétiques de sa part, ce qui fait que le corps est paralysé, puis le cœur vit une tachycardie. Probablement qu'il y a une diaphorèse aussi que l'individu ne se rend pas compte, une transpiration, il y a d'autres choses qui doivent apparaître certainement. Alors, c'est faiblement un contact astral. La personne, si elle mange différemment avant de se coucher ou si elle change un peu certaines habitudes, normalement, elle va pouvoir aller rêver ailleurs, ce qui fait que ça devrait régler son problème. Puis c'est évident qu'avoir un cœur qui pompe comme si on courait quand on dort, ça a des effets à un moment donné, là, que certaines personnes peuvent dire ça renforce mon cœur, mais c'est parce que si vous poumons accélérez pas en même temps, vous êtes en anaérobie, ce qui n'est pas tellement bon. C'est pas grave. Grave, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de c'est pas positif tellement, c'est pas négatif non plus, mais c'est pas intéressant. Est-ce que coucher ailleurs, attention là, je veux dire, j'ai entendu penser, coucher ailleurs dans la pièce, tourner le lit de bord ou changer de pièce dans la maison, si par exemple on couche dans un vieux lit, on a des vieux meubles, il y a tout un paquet de formes qui peuvent attirer des mécaniques astrales qui vont nous relier à ça. Mais la personne devra changer certaines choses, qu'elle mange du beurre d'arachide avant de se coucher, une banane, ou qu'elle ne mange plus qu'elle en mangeait, ou... casser un rythme. Ouais, casser un rythme. Un rythme. Rudolf Steiner a dit que la mort du Nazaréen a fait pénétrer dans l'astral et la terre le sang de l'Esprit Christ qui a donné une impulsion nouvelle à l'humanité. C'est vrai. Est-ce cet événement qui a permis le développement de la conscience actuelle? Mais la conscience actuelle, elle est pluralitaire. Qu'est-ce que c'est la conscience actuelle? Premièrement, il y a eu un temps, pendant longtemps, il y a encore beaucoup d'êtres humains qui sont assujettis à ça. L'astral gagne le monde de la mort, et en gagnant le monde de la mort, l'âme gagne le monde de la mort à un moment donné. Il va vivre une phase purgatorielle qui peut durer un bout de temps. Et c'est digéré dans l'astral, ce qui fait que l'individu meurt réellement dans le monde astral, dans le monde de la mort, puis quand il se réincarne, il est pluralitaire, il ne se révèle pas ce qu'il a été, etc. Pour que l'individu évolue plus rapidement, ce qu'il fallait faire, et puis encore beaucoup de peuples assujettis à cette mécanique d'évolution, d'ascension rapide, mais l'être qui se conscientise n'est pas assujetti à ça. La majorité d'entre vous ici, vous n'en bénéficieriez pas, sauf qu'il y a il y a beaucoup de races sur le plan planétaire, de nations qui bénéficient encore de cette mécanique. C'est que si on vous tue violemment, l'avantage qu'il y a quand on tue violemment puis qu'on fait couler du sang, c'est que ce qui est le plus bas dans la conscience astrale est plus près de la matière, puis c'est toujours exprimé dans le sang. L'ego et l'âme s'expriment surtout par le sang. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah ne veulent pas de transfusion sanguine, etc., parce que c'est une transfusion d'âme. Puis dans le passé, on mangeait le cœur ou le foie des individus parce qu'on voulait ramasser leur courage ou les bonnes choses. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'une personne qui meurt violemment, son sang va couler et la majorité de son bas astral sort du corps physique. Fait que ce qui est libéré lors de la mort, c'est ce qui est le plus évolué. Alors donc, le Nazaréen, c'est la même chose. Il faut comprendre que quand le sang du Nazaréen a coulé, va toucher la terre, c'est ce qu'il y avait de plus bas dans le Nazaréen qui est descendu dans le contexte planétaire. Et ce qu'il y avait de plus bas a été suffisant pour que l'humain finisse par reconnaître d'une façon totalement différente ce que pouvait être l'amour. On a commencé à aimer, on aime toujours croche, mais on a commencé, disons, à ne plus aimer notre façon d'aimer. Bon, lui a parlé d'un amour que l'humain ne pouvait pas connaître à l'époque, là, tu sais, aime ton ennemi. À dire ça à un gars qui vient de demander d'aller t'aider à tuer. Aime ton ennemi, là, il n'y a personne, même aujourd'hui encore, qui dit ça. Allez voir ceux qui sont en colère, puis dites-leur, sois heureux, puis aime tes ennemis. Vous allez voir qu'il n'est pas bâti pour aimer grand-chose. Alors, effectivement, c'est ce qui est arrivé, puis c'est pas ce qui a amené la conscience globale chez l'humain. La conscience supramentale, le Nazaréen est un des premiers à en avoir parlé, il y a de ça l'Esprit Saint, évidemment. Alchimiquement parlant, on parle de conscience christique. Lui, c'était un Christ, dans plusieurs sens du mot, parce qu'à un moment donné, ben, il y a... Non, il a sacré son camp, on dit son camp. En laissant le corps de Jésus sur la croix, puis tout ça. Puis en laissant le baptême été. Mais... un bon petit diable. C'est ça, oui. Non, c'est bien, c'est parfait.
Mais la conscience actuelle de l'humain, c'est une conscience qui s'épanouit à travers, évidemment, des mécaniques, des égrégores astrales laissés par le Nazaréen. Mais notre capacité d'être capable de reconnaître que l'amour qu'on a, c'est pas ce qu'on veut vivre. C'est laisser ça à partir du passage du Nazaréen. Alors, j'aime quelqu'un, puis je suis pas capable de lui dire, puis c'est pas ça que je veux, tu sais. J'aime quelqu'un, puis finalement, je m'engueule toujours avec lui, parce que c'est la seule façon de communiquer, c'est pas ma façon d'aimer. Les humains sont capables d'aimer, on est capable de percevoir, puis on est souvent frustré parce que, bon, il y a de la haine, il y a ci, il y a ça, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est charriés, nous autres aussi, les mêmes mécaniques. Ce sont des mécaniques qui sont anti-ascensionnelles, c'est-à-dire des mécaniques qui nous sont données par notre ego, parce qu'on se laisse manipuler, encore une fois, par un plan qui ne nous appartient pas, qui doit nous empêcher de bouger. Les intraterrestres viennent-ils d'une planète où il y a une astralité de bien et de mal, d'où le concept de punition, et qu'ont-ils fait de si mal? En passant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour eux, ce n'est pas d'une punition, c'est une question d'instruction. Alors, ils n'ont rien fait de mal. C'est planétairement ce que nous, on a coloré quand on est allé voir leurs films, leurs scénarios. Exactement comme si on va voir un film de Tibet, un film de Tibétain. Puis là, on voit un grand monarque qui arrive, un lama. Et puis là, il y a un paquet de jeunes là-dedans qui tire sur la langue. Hein, ils font des grimaces. Fait que là, on se dit, tabarnouche, c'est quel genre d'éducation qu'ils ont là? Tu sais, le gars me semblait que c'était quelqu'un qui était raisonnable. C'est parce qu'au Tibet, on salue en tirant la langue. Bon, on voit un film d'Esquimaux, puis on voit quelqu'un qui arrive, il mord l'oreille. Ouais, ben c'est ça, eux autres, ils s'embrassent en se mordant les oreilles. C'est ça qu'ils ont des petites oreilles. Si on va là avec nos expressions, on voit les Tibétains, puis là, on commence à vivre quoi? On commence à vivre une affaire totalement déphasée sur la réalité. Alors, quand l'humain astralement est en contact avec l'instruction qui est donnée aux intraterrestres, lui, il vit ça émotivement, puis il ne comprend plus rien. Il vit ce qu'il vit présentement. Les intraterrestres n'ont pas été punis. Tu sais, il y avait du monde qui ne comprenait pas certaines choses, puis ils ne comprenaient pas, puis la solution intelligente, c'est de les ramasser, de les mettre sur une planète plus refroidie. Alors, l'information arrive tellement plus ténue que là, ils ont le temps de voir les choses. Et ce qu'on leur a donné comme information, c'est une panoplie de mécaniques qui se passaient sur leur planète. Puis ça, on a placé ça dans de la mémoire, puis on leur a donné. Puis tant qu'ils ne l'auront pas digéré, ils ne sont pas prêts à s'en aller. Mais il ne faut pas qu'il y ait accès à la mémoire de l'humain ou au contact instantané, au contact extramental de l'humain. Ça va venir fausser ce qu'ils ont à apprendre. Donc, il y a une mécanique céleste, astrale, qui fait en sorte qu'ils ne touchent pas. Et l'humain, lui, est associé astralement à cette mécanique-là. Fait que lui aussi, on ne veut pas qu'il communique avec du neuf, mais ça n'a rien à voir. Le gardien est aveugle. Alors, le gardien, ce qu'il se dit, c'est qu'intraterrestre ou humain de surface, il ne voit pas de différence. Lui, tous ceux qui sont dans ma classe ne doivent pas toucher à du neuf. Mais nous autres, on est dans sa classe parce qu'on pense qu'on doit être dans sa classe, puis on n'a rien à faire dans sa classe. Fait que lui, ben, il punit tout le monde. C'est pas une punition, donc ça, c'est une instruction. Comme tout à l'heure, je vous disais, il était dans une classe d'enrichi, ça n'a pas fonctionné, on leur a mis une classe d'allégé. Ça n'a rien à voir avec l'humain. Mais pour eux, c'est la planète Terre est plus refroidie. Les orages magnétiques de cette semaine ont-ils une influence saine sur l'homme? Ça dépend de quel homme on parle. Sur l'humanité, les orages magnétiques ont toujours eu des influences néfastes. Ça électrise l'atmosphère. Ils sont plus agressifs, ils sont plus violents normalement. Il y a des prémices de guerre quand on a beaucoup d'orages magnétiques. Ça tend l'atmosphère. C'est ça, ça tend l'atmosphère. Et puis, les tempêtes solaires ont toujours été très néfastes pour l'humain qui est associé à des mécaniques justement d'involution. Ça ne perturbe pas celui qui se conscientise ou celle qui se conscientise et qui est suffisamment vivant ou vivante pour rester consciente, mais normalement, ça a des effets négatifs. D'où vient l'implant de vie sur la Terre? L'implant de vie de la Terre? Bon, premièrement, de combat, il y a plusieurs choses ça va être long à expliquer. On va résumer rapidement pour pouvoir revenir si on a du temps, mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Tu lis les questions trop lentement. Il y a des numéros, tu aurais pu dire 1. J'aurais répondu à numéro 2. Bon. On va aller plus vite. Alors, premièrement, ce qu'on doit comprendre, c'est que la Terre n'existe pas. Ça va? Question numéro 2. Premièrement... Les autres non plus. C'est ça. Exact. On est là, mais on n'est pas existentiel, on n'est pas temporalisé, mais notre mémoire, elle l'est. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gestions qui se font mécaniquement. Ces mécaniques-là sont uniquement des mécaniques régies par des lois très limitées, des lois locales qui sont attribuées à des structures particulières. Alors, quand il y a une planète Terre qui apparaît, la planète Terre, elle est créée en même temps que son Soleil suite à une explosion d'une supernova. Alors, c'est évident, il n'y a aucune planète qui existe sans explosion de supernova.
À l'intérieur des supernovas, on va voir apparaître des métaux lourds qu'on a besoin, mais dans un soleil ordinaire, il n'y en a pas, ce qui fait que c'est des supernovas qui vont engendrer les structures actuelles qu'on a pour avoir du métal, ces choses-là. Mais le fer, c'est à peu près le maximum que tu as dans un soleil ordinaire, comme le nôtre, qui est un soleil très froid. Alors, pour avoir d'autres choses, il faut des pressions plus extraordinaires. Alors, ça crée des contextes planétaires, et puis vu qu'il y a des mécaniques minérales là-dessus, qu'il y a des particularités électrostatiques, il y aura des orages électriques, il y aura, bon, toute cette mécanique-là complète va faire progressivement, il y a des mécaniques qui vont s'harmoniser à travers un système local, et l'harmonie des mécaniques, on appelle ça des lois planétaires. Les lois planétaires, dans le langage de l'humain, vont s'appeler lois naturelles. Ces lois naturelles-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles font en sorte que mécaniquement, il y a des choses qui s'associent, puis que progressivement, on va vers quelque chose. Étant donné qu'il y a un rayonnement solaire, le rayonnement solaire a l'avantage d'énergiser, lentement d'engendrer des corps vitaux. Un corps vital solaire, c'est un corps végétal. Un corps vital planétaire va être végétal aussi. Puis progressivement, on va avoir l'émancipation des végétaux qui vont commencer à se détacher, puis on aura l'évolution de milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on doit comprendre aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a des extraterrestres qui font partie des structures élohimiques, qui eux ont pour fonction de ramasser des génétiques absolument décadentes, donc qui ont évolué puis qui commencent à être stagnantes, sinon décadentes, et on les amène, on les répartit sur des planètes qui peuvent être des planètes hautes pour pouvoir s'émanciper là-dessus. Alors, les Élohins, quand ils sont venus ici, ben, ils ont tripoté la génétique de ce qui existait déjà. Ils ont mélangé des génétiques un peu avec, c'est dans les Lémuries, au début de la race lémurienne, et ils ont engendré la sexualisation des races pour permettre l'association de deux formes d'expérience pour créer une troisième. Et c'est par la suite que les extraterrestres sont venus se mêler. Alors, il y a donc aussi un ensemencement élohimique qui provient d'un ramassage d'expériences planétaires ailleurs, dans d'autres galaxies, puis dans la nôtre. Il n'y a pas beaucoup de planètes habitées dans notre galaxie, elle est trop petite. Alors, puis présentement, les Élohins sont encore à la recherche, ils tapent une petite génétique chez certaines personnes pour aller ensemencer aussi d'autres phénomènes planétaires. Fait que, grosso modo, les deux en sont résumés. Est-ce qu'un héritage qui serait karmique pour moi pourrait être utilisé d'une manière intelligente et créative par un groupe tel qu'Investors 2000? Ah, ça c'est une bonne idée, ça vient de nous foutre le karma sur le dos. J'ai besoin de karma pour un paiement, moi, là. Quand tu trouves pas assez de paiement présentement à faire? Tu en ramasses d'autres? Ah non, mais c'est parce que je trouve que c'est toujours relatif, le karma. Non, c'est pas relatif. C'est relatif. Dans ton cas, c'est relatif, mais c'est pas relatif. Hein? C'est ce que je pensais. C'est que la relativité du karma est relative. Voilà. Arrangeons avec ça. Bon. Il y a une personne que je connais qui est toujours habitée par l'idée d'aller à la recherche du trésor. Alors, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ce bonhomme-là appelle pas sa femme mon trésor. Au moins, il a déjà une satisfaction, en tout cas. Alors, à un moment donné, il voulait aller sur l'île de Coco. Parce que celle-là, il l'a trouvé. Un trésor, faut que tu le cherches, faut que tu le trouves. Non, c'est ça. Il réincarne du pirate, j'ai déjà dit, puis nécessairement, il se rappelle où il enterré les affaires. Puis là, il va aller le chercher. Puis là, il dit justement, ça pourrait être bien meilleur. Puis là, j'ai expliqué qu'à chaque trésor, il y avait un karma associé, parce que les trésors ont toujours été ramassés en pillant, puis en volant, puis en tuant. À un moment donné, il me dit, oui, mais il y a le comte de machin chouette en Europe qui paraît que ce trésor l'a ramassé comment? Bon, en prélevant des impôts trop hauts. Bon, il y a des karmas associés à ça. Puis là, il me disait, oui, mais ça devient con, c'est plein de trésors et d'argent partout. Les héritages, ça peut être la même chose, des trésors qui planent dans l'air. Puis là, on ne peut pas rien faire avec ça. Là, il est brillant. J'ai dit, oui, mais tu peux le faire à la condition que quand tu trouves un trésor, tu le remettes aux gens qui s'appartiennent. Attends, c'est brillant. Moi, je dépense 300-400 000, je trouve un trésor, je le donne à ceux qui s'appartiennent. Ah, monsieur, à qui ça appartient? C'est des pirates du 17e. Non, les pirates l'ont volé. Ça leur appartient pas à eux, là. Moi, je parle à ceux à qui ça appartenait. L'héritage, il faut souvent faire la même chose. Je ne donne pas de conseils, ce ne sera pas un conseil. Vous allez devoir appliquer puis comprendre un peu. Mais l'héritage, c'est comme un trésor. Là, je lui expliquais, écoute, si un jour tu trouves un trésor, disons, tu trouves 3-4 000 $, ou 300-400 000, ou 3-4 millions, qu'est-ce que tu fais avec? Faut que tu le remettes. Alors, mettons qu'on trouve un trésor au Pérou. Quand on trouve un trésor que les descendants des Autochtones de l'époque ont laissé, de l'or, il faut qu'on le remette au peuple. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu réunis tous les Péruviens à la montagne, tu leur donnes chacun un lingot, une couronne par là, dedans, non, ouais, donc, un tibia plaqué. Non. Tu leur remets leur argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres une compagnie d'affaires au Pérou, dans la région où tu as trouvé le trésor,
puis tu t'arranges pour engager les individus qui sont réincarnés actuellement, tu leur donnes là le trésor, ils vont rien foutre avec ça. Là, parce qu'il n'y a rien qui t'empêche. Si moi je trouve un trésor pour un pays, là, mettons vous perdez 3000$, puis je le trouve. Normalement, vous allez me donner 2, 3, 400, vous allez me donner... donc, j'ai le droit d'avoir de bénéficier du fait que j'ai trouvé. Impeccable. Alors, tu te pars une compagnie dans la région, tu engages les Péruviens, puis tu les nourris, puis tu les instruis un petit peu, puis là, tu leur remets leur dû. Indirectement. Mais ça t'empêche pas, toi, de bénéficier de l'affaire au complet puis de la gérer. Il n'y a aucun problème là. Karmiquement, tu es totalement dissocié des phénomènes, des problèmes. Tu es un Robin des Bois. À l'affiche présentement dans les cinémas. Bon, c'est un Robin des Bois, et puis tu ramasses de l'argent pour le redistribuer. Mais d'une façon intelligente et non pas d'une façon spirituelle. Imaginez-vous, Robin des Bois, tous les films que j'ai vus de lui, t'es habillé pareil. Ça a eu un peu d'argent. Hein? Il a pu changer de temps en temps. Mais non, il la remettait tout de suite. C'était pas brillant, il volait les riches, il donnait aux pauvres. Les riches arrivaient, il volait les pauvres, il était riche. Lui, il volait les riches, il donnait aux pauvres. D'ailleurs, le film le plus brillant que j'ai vu de Robin des Bois, c'était parfait. Il y a une vieille femme qui arrive, je suis pauvre, il prend de l'argent puis il donne. Ah, je suis riche! Petit Jean fait paf, il a vol, tu vois. Oui, il volait les riches, ça. Moi, l'idée, c'est des cercles vicieux. Dans la spiritualité, tu trouves des problèmes comme ça. C'est souvent, un problème de conscience qu'on dit. C'est souvent vicieux. C'est ça. Alors, pour l'héritage, c'est la même chose. Si la personne reçoit un héritage, puis qu'elle a la capacité de remettre l'argent ou l'héritage à qui ça appartient. La personne va dire, oui, mais là, moi, c'est ma grand-mère qui me donne mon argent, tu sais, puis elle n'a jamais volé de l'argent à personne, je ne sais pas à qui la remettre. Remettez-la à votre grand-mère. Comment on fait ça? Ben, c'est long à expliquer, mais ça se fait. Il faut que tu organises des choses que peut-être elle aurait voulu faire, il faut que tu structures des choses pour qu'à un moment donné, dans la famille, quand elle va se réincarner, qu'elle puisse retrouver ses affaires. Sans se casser la tête, évidemment, elle est déjà assez fractionnée comme ça, mais la personne, karmiquement, il faut faire attention, parce que le karma, souvent, les gens le vivent comme une illusion. Puis continuellement, ils passent leur vie à se plaindre que ça va mal. Le karma, c'est pas uniquement qu'on vous punit, on vous punit pas que le karma, c'est une loi de rétribution, mais c'est pas une punition. Mais le karma, ça engendre uniquement la culpabilité. Puis la culpabilité fait qu'on consomme tellement d'énergie chez nous qu'on n'a plus ce qu'il faut pour être alerte dans la vie. C'est là qu'on commence à manquer l'intersection qu'on devait prendre, puis qu'on commence à perdre une affaire là-bas, puis qu'on commence à mal marcher. Puis là, c'est le karma qui nous tape dessus. Et c'est vrai. Mais pas comme on le pense. Je dis ces questions plus vite, pas mal. Oui, j'ai pas encore. Est-ce que toute forme de technique intelligente de prière destinée à Dieu directement, afin de m'aider, puisse être écoutée et me guider sans être influencé par l'astral de l'illusion de la religion? La problématique, c'est que vous allez être influencé par l'astral. Il faut faire attention. Les prières aux divinités, donc destinées à Dieu, parce que l'humain a d'autres mécaniques. C'est un peu long à expliquer aussi. Les dieux, ce sont des égrégores. Les dieux sont des égos, d'égrégores majeurs. Un égo, on sait ce qu'on a, un égo, on en a un égo. Alors les dieux, c'est aussi l'agglomération de mémoire, d'expérience, de prière, d'humanité, de réincarnation, de mort. Puis dans un égrégore particulier, ça crée progressivement une centricité, ça crée un égo. Alors, les dieux vont... une partie de notre âme est reliée à cette mécanique-là, donc à Dieu. Alors, c'est pourquoi l'ego a inconsciemment l'idée qu'il a été créé par un Dieu. Et on prie Dieu, on lui envoie de l'énergie, on le nourrit, on l'alimente. Et la meilleure façon de l'alimenter, c'est émotivement. Alors, soit qu'on va l'aimer, on va le remercier, soit qu'on va souffrir, on va avoir peur, on va le craindre. Et nécessairement, dans toute mécanique divine, on a la mécanique coercitive. C'est-à-dire que si tu me nourris pas convenablement, moi en tant que Dieu, c'est Satan que tu vas te ramasser. C'est le diable, c'est une mécanique infernale. Et tout ça appartient aux divinités. Parce que si Dieu est parfait, il y a qu'éclairer Satan, c'est réglé là. C'est Satan qui nous nuit, là, qui l'élimine. Satan, ça finit là. Il a besoin de Satan. Satan, l'atmosphère, justement, ça fait qu'on nourrit les dieux en secret. Quand l'humain a besoin absolument d'une divinité, ce que l'humain doit comprendre, c'est qu'il y a des mécaniques qui gèrent la structure ascensionnelle de l'homme, de la femme et de l'enfant, mais ce n'est pas des mécaniques qui obligent l'humain à des sacrifices. C'est ça, on est des sacrés fils. Les fils sacrés. On n'a pas à faire des sacrifices. On n'a pas à monter les marches d'un oratoire à genoux, par exemple, pour se faire guérir de nos maladies de coude, pour descendre les irritations aux jambes. Tu sais. On n'a pas à faire ce genre de choses-là.
Ces divinités-là sont des divinités qui manipulent l'humain, puis c'est pas de leur faute, c'est des mécaniques structurales de l'astral, puis c'est des agencements entre l'humain et l'extraterrestre. Quand on parle des dieux, ce qu'on doit faire, c'est qu'il faudrait qu'on parle de la mécanique. C'est qu'en réalité, l'humain doit ordonner à des structures astrales que l'énergie qui est dans l'astral, qui était placée par l'humain à travers les temps, par ses prières, son émotivité lui servent. Et le problème qu'il y a, c'est que la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de cesser au départ les divinités, l'énergie placée dans le ciel, et là où il n'y a pas de pillard, puis là où la rouille ne corrompt rien, elle servira l'homme à un moment donné, l'homme, la femme, puis l'enfant. La meilleure façon de s'en servir à un moment donné, c'est de commencer par être son seul maître à bord. Ça veut dire être un maître contrôleur. Ça veut dire qu'on doit cesser de se fier à l'extérieur pour que l'extérieur nous éclaire d'une pureté dans notre vision. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'une image pure? Non. Alors vous ne saurez jamais si ce qu'ils vous font voir est pur. On ne peut pas le savoir. La personne va dire, ouais, mais tout seul, je ne sais pas plus. Mais d'accord, tout seul, on ne sait pas plus. Mais au moins, tout seul, on va continuer à travailler pour aller jusqu'au fin fond de la vérification. Puis à un moment donné, faites confiance à la personne, de toute façon, mais vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Vous allez savoir que c'est pur. Puis maintenant, quand vous allez le savoir que c'est pur, vous allez être capable de vous énégoïser, d'éliminer les particularités de l'ego qui nous mettent en contact avec des mécaniques spirituelles qui nous font, qui nous charrient. Et puis progressivement, vous allez avoir toutes les clés qu'il faut pour aller chercher l'énergie qui est placée à la bonne place. Le Nazaréen avait raison totale, sauf qu'il n'y a pas de expliquer à l'humain, parce que l'humain ne peut pas tout comprendre. Et puis, on va être capable de régler un paquet de problèmes. Mais en attendant, si on veut prier pour aller chercher de l'énergie, de façon à ne pas se faire charrier, ou aller prier d'une façon à ce qu'il ne nous charrie pas, non, vous êtes encore en besoin d'extérieur. Alors, l'extérieur qui va se pointer va être habillé exactement comme vous l'attendez, de façon à ce que vous l'accréditiez. Puis progressivement, vous allez voir que vous allez lentement, l'humain va se faire ramasser. Soyez conscient. Si moi je vous dis une chose, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Si moi je vous dis 20 000 choses qui ont de l'allure, ça fait 20 000 choses qui ont de l'allure. Fait que j'ai de l'allure. Mais si à un moment donné, après 20 000 choses que je vous dis qui ont de l'allure, j'en dis une qui n'a pas d'allure selon vous, mais vous ne l'écoutez pas. C'est pas au nom du fait que j'ai toujours eu de l'allure que... Non, restez vous-même. C'est simple. Les dieux, on est capable de le savoir. Ah, mais d'un coup, je me trompe. Ben, trompe-toi. De toute façon, tu ne sais pas, là. Si tu écoutes, tu te trompes peut-être. Si tu n'écoutes pas, tu te trompes peut-être. Qu'est-ce que tu vibres? Ben moi, si je fais, je vais, ben voilà, fais-le. Exactement comme si je dirais, si vous n'êtes pas sûr, là, qu'est-ce que vous vibrez? Disons que vous n'aurez aucune punition, il n'y a aucun Dieu à vous maudire, il n'y aura aucun problème. Qu'est-ce que vous vibrez? Ah ben moi, je vibrerais telle affaire. Si je suis sûr qu'il n'y aura pas, je vibrerais ça. C'est ça que vous devez faire. L'humain le sait, puis on le limite tout de suite. Lazare va-t-il venir au Québec prochainement? Encore? Non, l'autre fois, c'était voulait savoir si c'était aux États-Unis. Il est en Arizona, c'est pas là. Lazare est incarné présentement dans 83 personnages. Il est incarné dans plusieurs personnages. C'est une pluriréincarnation, ce qui fait que... Mais le Québec... pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécaniques astrales qui se déplacent présentement vers le Québec. L'Antéchrist, présentement, va venir au Québec cette année, l'Antéchrist. Quand on parle d'Antéchrist, je parle du plus puissant des Antéchrists. Alors, il va venir au Québec prochainement. Celui qui a comme fonction de ramasser toutes les spiritualités planétaires de façon à les unir. Celui qui va être le Mahomet réincarné, l'image de Jésus-Christ réincarné, l'image de Krishna réincarné, etc. Il va venir prochainement. C'est que Lazare n'a rien à faire ici, puis les deux ne sont pas Lazare. La prochaine question, par hasard. Lazare fait bien les choses. Maitreya a-t-il une mécanique extraterrestre? Ben c'est ça, c'est Maitreya qui va venir au Québec dans pas longtemps. Intraterrestre. Maitreya, c'est la concaquination. Hein? Un jour, il faut que tu regardes mon dictionnaire, ce que ça veut dire. Maitreya, c'est l'agglomération de toutes les structures spirituelles que l'humanité a connues. Ça veut dire que Maitreya a aussi en incarnation chez lui ce que les intraterrestres reconnaissent comme étant des guides. Les intraterrestres ont suffisamment de rafraîchissement au niveau de leur information pour ne pas tomber dans le piège de la spiritualité. Certains peuvent le faire. Ceux qui sont plus près de la surface, parce qu'ils sont altérés un peu. Maitreya, c'est la réincarnation évidente de l'image de Jésus-Christ, de l'image de Mahomet, d'Allah, de tous ceux-là. Donc, nécessairement aussi un peu des intraterrestres. Mais Maitreya n'est pas une mécanique créée par l'intraterrestre et manipulée par l'intraterrestre.
Y a-t-il des animaux humains qui n'ont pas été reliés aux mécaniques intraterrestres? Il y a eu à l'époque, puis aujourd'hui on appelle cela des singes. Alors, mais dans l'humain, non. Est-ce que la prise de conscience, le bien-être, se fier à son intuition, font que nous pourrons sortir de ces prisons? La façon de sortir de la prison, c'est de ne plus être en prison. La façon de sortir de la prison, ça veut dire être joyeux, développer l'attitude de la joie. C'est facile à dire. C'est d'être... En tout cas, c'est tout ce que j'explique depuis des années, là, c'est ce que j'expliquais encore pendant des années. On peut résumer, et soyez ce que vous êtes. Vous êtes bien correct. Sauf que l'humain est tellement confronté à de l'incertitude, l'humain est tellement confronté à du doute, parce qu'il a toujours peur de se tromper. Puis pourquoi il a peur de se tromper? C'est parce qu'on lui dit tout le temps, on le culpabilise sans arrêt. Parce que si on se trompe, il n'y a pas de séquelles, on n'a pas peur de se tromper. Mais ce qu'on nous dit tout le temps, c'est que tu as le libre arbitre, mon ami, mon frère, ma soeur, tu as le libre arbitre. Mais trompe-toi pas, parce que tu vas voir. Avec le libre arbitre, mon œil. Tu fais ce que tu veux, à la condition que ce soit ce que le Dieu te demande. Sans ça, tu es dans l'enfer l'éternité. Okay. Alors, l'humain a à être ce qu'il est, puis à un moment donné, ce que je dis là, qui est très banal, qui souvent on comprend pas trop, ça va finir par faire son bonhomme, sa bonne femme de chemin, puis on va finir par comprendre raisonnablement ce que ça veut dire être ce que t'es. Si je nais femme, est-ce que je devrais... Je trouve que ça fait une drôle de suite, quand tu me regardes, tu dis être ce que t'es. Si je nais femme, est-ce que je devrais réincarner? Est-ce que je devrais me réincarner encore femme? Encore une femme? C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est très bien d'être une femme. Ça a bien des avantages. Habituellement, on revient dans des corps. On a toujours été femme, on a toujours été homme. Avec ce que tu disais l'autre fois dans la conférence, l'importance de la femme dans le retour du Christ, est-ce que dans les réincarnations, les hommes vont de plus en plus aller chercher des mémoires féminines? Ce qui va arriver, ce c'est qu'il va y avoir une androgynation qui va se faire progressivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme va commencer à être androgyne dans sa conscience. L'homme va être androgyne dans sa conscience. L'homme va développer la féminité au niveau de son plan mental. La femme va développer une masculinité au niveau de son plan astral. Et progressivement, ils vont devenir sevrés mutuellement l'un de l'autre. L'homme n'aura plus psychologiquement ou mentalement ou spirituellement besoin de la femme. La femme n'aura pas besoin non plus émotivement, spirituellement, mentalement de l'homme. Mais par intelligence, ils vont être capables de comprendre la brillance de faire des choses en commun. C'est vraiment pas un inconvénient d'être une femme ou un inconvénient d'être un homme. Il y a des hommes qui sont pognés avec leur sexualité à pu finir, puis ils aimeraient évoluer, puis ils sont bandés sur l'évolution. Ça m'est bandé en sens d'un arc, là. On bande un arc, Vous êtes télépathe avec lui, là, c'est ça que vous passez tout croche. C'est ta faute. J'ai même pas pensé. Alors, c'est dans ton faible intérieur. Dans son faible intérieur, il a dû passer des choses. Mais, être une femme, c'est génial. Être un homme, c'est génial. Je vois pas de problème. Je fais pas la farce avec génial puis la femme puis l'homme, OK? C'est génital, c'est génial. C'est lui. Moi, j'ai rien, ça. Il m'enlève les mots de la tête. Une fois sorti de toutes ces prisons, qu'est-ce qui se passe? Où va-t-on? Bon, ça, c'est une très, très bonne question. Mais normalement, les réponses sont trop complexes pour qu'une personne qui est encore en prison comprenne. Imaginons simplement que dans votre prison, vous êtes aveugle. Alors, si on essaie de vous expliquer les couleurs, quand vous allez voir clair, là, vous allez voir du bleu, des arbres verts, vous allez voir un ciel bleu, du blanc, vous allez voir un océan, vous allez voir du mauve. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit foutrement rien. On vous dit foutrement rien. On vous dit la vérité, on vous dit la réalité, mais on vous dit foutrement rien. D'expliquer ça à un aveugle, qui est dans le bleu des nuances, tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, je comprends certain, ouais. Bleu pâle, bleu foncé. C'est ça, puis bleu vert, puis bleu jaunâtre, puis etc. Ah, je comprends certain. Quand tu fais une peinture avec un pinceau, là, tu sais, là, tu vois pas, toi, là, mais moi je te le dis, là, tu sais, crois-moi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Fermez les yeux, là, puis c'est quoi beau? C'est beau, c'est beau, c'est jaune, c'est bleu, merveilleux, c'est un des mots. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on explique à l'individu un peu ce qui va arriver quand il va totalement être libre, ça a la même saveur. Pour comprendre ce que c'est que la liberté, puis ce qu'on va vivre une fois qu'on va être libéré, il faut avoir un cerveau capable d'enregistrer des informations en minimum 7 dimensions. Progressivement, on va aller vers 11 dimensions, puis finalement 13.
Est-ce qu'il faut être libre pour savoir ce que c'est la liberté, comme il faut avoir des yeux pour savoir ce que c'est du cloud? Parce que présentement, l'humain enregistre son information en 4 dimensions. Le temps, la hauteur, l'espace. Bon, j'ai déjà expliqué à un moment donné au niveau du Moyen-Âge, quand on regarde les peintures un peu avant, les gens, ils dessinaient toujours en 2 dimensions. Hein? C'était toujours plat. La maison d'en arrière était la même grosseur que la maison d'en avant, puis c'est bon. Comme les enfants, souvent, ils dessinent des maisons, puis le toit qui se travers. Puis à un moment donné, la conscience a commencé à être capable d'évaluer une 3e dimension matérielle qu'on appelle une perspective. Et puis finalement, ça a commencé à s'installer, puis l'humain a commencé à dessiner en perspective, puis là, ça a tout changé son dessin. Mais ça a tout changé aussi sa façon de penser. Parce que là, il était subitement capable d'avoir une perspective dans sa façon de penser. Donc 4 dimensions actuellement, ce qui nous permet d'avoir des subtilités philosophiques et c'est extrêmement intéressant que dans le passé, les humains n'avaient pas. Pour comprendre au-delà de la prison, il faut être capable, de minimum être capable d'envisager les choses en 7 dimensions. Premièrement, être capable de percevoir tous les points de vue en même temps. Ce que l'humain a déjà de la difficulté à faire, il y a déjà de la misère à en percevoir 2 ou à changer de point de vue. Comme j'explique souvent, dans les relations humaines, souvent, 2 personnes qui s'abstinent. La première, elle a raison. C'est pas qu'elle veut avoir raison, elle a raison. La deuxième, elle a aussi raison. Très souvent, les 2 ont raison. Puis là, on s'abstine, parce qu'il faut qu'on change de point de vue simplement. On a raison. Alors, l'humain doit au minimum être capable d'englober tous les points de vue, ce qui demande déjà une vision en 5 dimensions. Et puis, progressivement, l'humain va se diriger vers cette dimension, puis là, il va comprendre. Puis dans la libération, c'est ce qui arrive à l'humain, c'est que sa conscience devient pluridimensionnelle, un peu plus que quadridimensionnelle, devient quinti, sexti, etc., puis ça continue de monter. Fait qu'en parler là, ça vous compter des pipes, des cigares, des cigarettes. Est-ce que la majorité des Québécois va échapper à ce que tu appelles l'apocalypse des autres? Ben, disons que la totalité des Québécois qui vont y échapper, vont y échapper. La majorité des Québécois et Québécoises, non. Plusieurs. Puis encore là, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui seraient malheureux de s'en sortir. Il y en a plusieurs qui vont être bien plus heureux de vivre la guerre, de vivre l'apocalypse. Ils vont avoir raison. Je savais que t'es pas un apocalypse. Ils vont avoir raison. Il y a un paquet de personnes qui ont besoin de cette mécanique d'apocalypse pour pouvoir s'en sortir. Alors, c'est pas... il y a plusieurs personnes qui seraient malheureuses d'être heureuses. Tandis qu'il y en a plusieurs ici qui sont royalement malheureux d'être malheureux. Mais c'est pas tout le monde. Non, celui qui n'est pas conscient, qui est conscient, il n'est pas malheureux. On ne peut pas commencer à dire à un chat, écoute, aujourd'hui tu manges un hamburger, c'est bon, j'aime ça, moi les hamburgers, c'est bon pour toi, j'aime ça, c'est bon pour moi. La spiritualité, souvent, c'est ce qu'elle fait. C'est que quand tu découvres un chemin qui te va, pour te confirmer que le chemin te va, il faut que tu embarques tout le monde avec toi là-dedans. Plus on a le monde à penser que c'est correct, plus je suis sûr que c'est correct. Vous savez, une secte d'une personne, pas fort. Hein? Le grand maître et le disciple de la secte, là, l'individu tout seul, il n'est pas convaincu que ce qu'il dit c'est correct. Mais s'il y avait des disciples autour de lui, ben là, il se dirait, ça a de l'allure, le monde me suit. Bon, s'il serait centré sur lui-même, il serait une secte à lui tout seul. À un moment donné, ben là, il serait tout seul, plus de secte. Alors, comment se libérer totalement d'une relation amoureuse dont on est conscient qu'elle nous est nuisible? Un jour, j'étais dans un pénitencier à sécurité maximum, puis il y a des gars qui m'avaient... Non, en visite. Et puis, il y a un gars qui m'a expliqué comment se libérer d'une relation amoureuse, totalement. Il était en prison pour ça, c'était un meurtre passionnel. C'était passionnant à écouter, mais c'était en même temps... Comment se libérer totalement d'une relation amoureuse dont on est conscient qu'elle nous est nuisible? Je ne donne pas de conseils. À un moment donné, le seul conseil que je peux vous donner, c'est... Pour avoir plus d'informations pertinentes dans ce domaine-là, les individus doivent apprendre à faire un langage différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, les personnes qui ont fait le séminaire sont déjà beaucoup plus nantis équipées pour arriver à faire des choses comme ça. Parce que se libérer totalement d'une relation amoureuse, c'est pas une farce. C'est un gros problème. Une grande partie de votre ego qui se nourrit expérientiellement de la présence de l'autre. Même si mentalement on décide qu'on s'en va, vous risquez de perdre le restant de vos jours uniquement parce que l'ego veut rester attaché là. Il y a des structures, il y a des mécaniques que l'humain doit comprendre en premier. Il faut voir aussi si la relation amoureuse est réellement nuisible ou non. Habituellement, c'est nuisible parce qu'on n'est pas capable de canaliser notre besoin d'affectivité autrement que par l'émotivité. Puis en même temps, en tout cas, il y a des égrégores de couple dans lesquels on se fait ramasser, qui nous instruisent de comment on doit vivre. Puis là, si on est tellement vraiment conscient, on n'aime pas ça, puis on se fait charrier par ça. Il y a trop de mécaniques qu'il faudrait que j'explique.
Ça se fait, c'est évident. Mais c'est ce qui va l'humain qui se conscientise, ce qu'il découvre à un moment donné, c'est qu'il perd pas ses relations amoureuses, il y en a d'autres. Alors, il n'aime plus une personne, il aime 25 personnes, il aime 45 personnes, finalement, il aime tout le monde. Puis, ça serait très très long à expliquer pour que ça serve à la personne, puis donner un conseil comme ça de ce qu'il faut faire. Non, je vais me ramasser avec une partie de votre karma. Et puis, c'est pas correct. C'est votre énergie. Ça sert le karma. C'est votre énergie, à un moment donné, elle va vous servir. Et sinon, c'est trop long à expliquer comme ça. J'aimerais que tu puisses me décrire un portrait type d'un intraterrestre et de son milieu. Bon, ben alors, c'est plus ou moins un verre de peur quand ça rencontre un humain. Il y en a qui ont 3 doigts. Qui ont 3 oreilles. Il y en a qui ont des mains ordinaires. Normalement, ils ont une peau verdâtre relativement écailleuse qui ressemble un petit peu à des lézards, mais ça, c'est légèrement écailleux. Ça les protège des climats internes. Ils ont des vêtements. Les vêtements sont souvent grisâtres. Il y a une race qui est assez petite. La majorité des extraterrestres que les individus disent avoir vus sont les extraterrestres que les personnes disent avoir vus sont souvent des intraterrestres. Alors, il y a une petite race. C'est haut comme un enfant de 8-9 ans. Il y a une autre race qui est beaucoup plus grande, qui est à peu près similaire en hauteur à la nôtre. Et rarement elles ont été aperçues. Et de temps en temps, elles sont aidées par des mécaniques qui sont des créations biologiques. C'est une race d'intraterrestres qui est extrêmement longue, filiforme, qui a des bras extrêmement longs, sont plus grands. E.T., c'est une idée un peu de l'aide qui va aider. On fait des parallèles, ceux qui ont vu la série télévisée V à un moment donné, bon ben on a un peu l'image de l'intraterrestre là-dedans. Grosso modo, ça ressemble un peu à ça, à des lézards, mais c'est pas tout à fait un lézard, ça n'a pas de queue, c'est pas comme un stérégosaure, ça n'a pas de pine après non plus. Est-ce que Jules Verne a visité le centre de la Terre? Astralement, Jules Verne a visité le centre de la Terre, mais pas le centre géologique, le centre astral. Il a écrit évidemment à partir du centre géologique, mais oui, Jules Verne, astralement, il s'est promené à bien des places. Il a même été sur la Lune avec une capsule Apollo. Évidemment, astralement. D'ailleurs, Jules Verne a expliqué quoi? On a voyage autour de la Lune. Bon, ben, la balle de fusil, à part, ça ressemble à la capsule, puis à part de Cap Canaveral, à part d'une pointe en Floride. Il savait tout ça. Mais il ne savait pas qu'il le savait. La conférence de la semaine prochaine, le 21 juin, la finalité humaine. Ça parle de quoi? Ça parle de un peu plus ce qui va arriver quand on va s'en sortir. On va essayer de mettre des mots que les gens vont pouvoir comprendre un peu de ce qui normalement attend l'humain quand il va être capable de se centrer sur lui. Alors là-dessus, on s'amuse. Bonne semaine. Bonne semaine.